Bonsoir Quentin. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, coïncidence, on peut se poser la question, il y a 2 jours, Evan Gershkovitch affirmait que l'économie russe s'effondrait. Que disent les chiffres? Eh bien, s'il y a un chiffre à retenir, Emmanuel, c'est celui-ci, 37 milliards de dollars. C'est le déficit budgétaire de la Russie depuis le début de l'année 2023, janvier et février. En clair, la différence entre les recettes et les dépenses de la Russie. On a beaucoup dit depuis des mois que l'économie russe résistait plutôt bien. Cela s'expliquait notamment par les cours du pétrole et du gaz très hauts. À cause des sanctions occidentales, la Russie en vendait beaucoup moins, mais le vendait beaucoup plus cher. Eh bien, tout cela, c'est fini. Depuis quelques semaines, les cours mondiaux s'effondrent. Le cours du pétrole, d'abord. En 5 mois, le cours a chuté de 20%. L'effondrement est encore plus marqué pour le gaz naturel, moins 80% depuis novembre 2022. Forcément, cela fait chuter les recettes de la Russie. Autre point, le rouble. Jusque-là, lui aussi, il résistait plutôt bien. Après le début de l'invasion, il avait profondément chuté, puis il était bien remonté. Puis là encore, c'est fini. Depuis 4 mois, le rouble a perdu 20% de sa valeur. La confiance des investisseurs en la monnaie russe est donc au plus bas. Dernier exemple avec la banque Raiffeisen, l'une des dernières banques occidentales encore présentes en Russie. Eh bien, elle a décidé hier de vendre sa filiale russe après les dernières sanctions occidentales dans le pays. Ces dernières sanctions pèsent donc bel et bien sur l'économie russe, au point même que Vladimir Poutine le reconnaisse hier. Écoutez. Введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться. Нужно поддержать, усилить и финансовый суверенитет. Voilà, c'est suffisamment rare pour être noté, ce genre de déclaration, mais c'est lui qui a emmené son pays vers une économie de guerre, et c'est ce qui fait que l'économie s'effondre. Oui, parce que le pays manque cruellement de main-d'œuvre. Depuis 1 an, la Russie a perdu 600 000 travailleurs. 400 000 d'entre eux ont été enrôlés dans l'armée. La plupart est d'ailleurs partie sur le front en Ukraine lors de la mobilisation partielle. Les centaines de milliers d'autres ont fui le pays. Le problème, c'est qu'on parle ici de ceux qui font l'économie russe. Les ouvriers, les machinistes ou encore les serruriers ou encore les agents du commerce. Aujourd'hui, résultat, une entreprise russe sur 2 est en manque de salariés. Et ceux qui produisent encore ne produisent que des armes ou des obus. La production militaire a augmenté de 7% en 1 an. C'est ça qui a maintenu le PIB russe à flot l'année dernière. Mais tout cela est provisoire, car produire des armes ne signifie pas produire des richesses. Selon Pierre Benbatta, économiste, l'économie de guerre n'est pas viable à long terme. Écoutez. Être passé en plus en économie de guerre, ça a un impact, c'est que en fait, ça fausse les signaux de la croissance. Vous allez embaucher des gens et vous allez faire travailler des industries, mais qui sont en fait des industries qui produisent aucune valeur, puisqu'elles sont destinées simplement à détruire et à être détruites aussi. Donc on a une économie qui est en train de s'effondrer et qui est soutenue principalement par l'activité du gouvernement et par sa promotion de l'industrie de la guerre. Mais c'est quelque chose qui, sur le long terme, est forcément voué à la catastrophe. Et du coup, ça alerte même les commentateurs sur les plateaux télé. Oui, les limites budgétaires russes font craindre le pire aux grands propagandistes à la TV russe. Quant à l'issue de la guerre, écoutez cet échange entre 2 commentateurs en direct à la télévision d'État. L'un d'eux s'inquiète du budget militaire de la Russie contre celui des États-Unis. Вот на следующий год военный бюджет США около 800 миллиардов долларов. А российский бюджет не военный, а просто бюджет Российской Федерации меньше заметно, примерно 500. Что вы нас, американцами, пугаете, я не понимаю. Вы треснете. И попытка соревноваться с Объединенным Западом, который больше в нас в десятки раз, да, вот по возможностям экономическим, демографическим и так далее. Но это просто... Все, уступите место, давайте. Voilà, merci beaucoup Quentin, ça vous fait sourire cet échange entre un ancien député de la Douma, un actuel député. Pascal Perry, en même temps, l'ancien député de la Douma rappelle une évidence, c'est que l'économie russe n'est pas une grande économie, enfin c'est la 11e en termes de PIB dans le monde et qu'elle est 13 ou 14 fois moins importante que l'économie américaine. Oui, c'est une économie qui était indexée sur le cours des matières premières, notamment des hydrocarbures. C'est-à-dire qu'on disait avant la guerre, un baril au-dessus de $80 produit de la croissance en Russie, un baril en dessous de $80 ne produit plus du tout de croissance. Donc c'est une économie qui est très dépendante des matières premières. Au fond, on voit quand même
et c'est ce qu'on explique depuis un certain temps autour de cette table, que le blocus a de l'influence. Si vous voulez, je le compare un peu à un poison. Vous connaissez la formule de Paracels qui dit c'est la dose qui fait le poison. Il y a une autre idée qui est qu'il y a un temps d'exposition. Et évidemment, les blocus, les embargos, ça n'a pas un effet immédiat. C'est le temps d'exposition à l'embargo qui finit par produire un certain nombre de conséquences, dont celles qu'on voit. Alors, Quentin l'expliquait, il faut faire des choix. Quand on a moins d'argent, quand le budget de l'État est tendu, il faut faire des choix. Vous imaginez, là aussi c'est une figure de science économique, vous imaginez d'un côté un point qui est celui de l'armement, de l'autre côté le lait. On dit en général, c'est comme ça. Puis il y a un curseur qui bouge. Ça s'appelle le coût d'opportunité. Alors c'est un faux ami parce que le coût d'opportunité en économie, c'est un coût auquel on doit renoncer en raison d'une politique qu'on a choisi, là, en substance, quand on finance la défense, quand on finance l'armement, on renonce au lait ou on renonce au beurre. Je crois qu'en Russie, on parle beaucoup du beurre. Donc, on voit quand même que ça a de l'influence. Et puis, il y a quand même l'incertitude. Au fond, la Russie dépend de plus en plus de la Chine. Elle vient de signer il y a 48 heures, moins de 48 heures, un accord pétrolier avec l'Inde. Ce sera évidemment très insuffisant. Mais quand on met tous ses œufs dans le même panier, quand on dépend d'un créancier qui n'est d'ailleurs pas un créancier tout à fait neutre, hein, la Chine, ça a à terme des conséquences. Bon, des conséquences, alors que pendant des semaines, des mois, Vladimir Poutine plastronnait en disant « notre économie est résistante ». Elle l'a été au début. Elle l'a été, mais la résistance s'épuise au fil du temps. Vous voulez, c'est un peu, vous savez, l'anaconda. Hein, l'anaconda, il serre à chaque fois que vous respirez. Et à un moment, ça finit par vous étouffer. C'est exactement ce qui se produit. Alors, ce qui est frappant, Jean Quatremer, c'est d'abord que Vladimir Poutine peut-être l'admette devant une caméra de télévision, et puis qu'il commence à y avoir des échanges là-dessus. Est-ce que c'est une façon de préparer aussi les esprits du peuple russe? Oui, sans doute, mais ce qui est intéressant, c'est dans les sanctions, effectivement, je suis complètement d'accord avec vous, c'est l'effet extrêmement lent. Et là, je crois que ça est en train de... Parce que je vous rappelle, notamment la 5e colonne française, toujours la même, qui expliquait que les sanctions ne fonctionnaient pas, que l'économie russe allait très bien, etc. Et moi, je rappelle toujours cet exemple, qui est un exemple qui est fascinant. Après l'invasion de la Crimée en 2014, les Européens ont pris des sanctions, les Européens et les Américains ont pris des sanctions contre la Russie, qui étaient assez limitées, mais qui étaient terribles parce qu'elles visaient précisément l'industrie de l'armement. Et il y a le char, le T4 Armata, qu'on nous a montré tout à l'heure en disant que c'était produit en Russie. Non! L'Armata, il n'est toujours pas produit. C'est un char de la dernière génération. Il y en a 4 exemplaires qui défilent tous les 1er mai sur la place rouge, mais qu'ils n'ont pas réussi à mettre en production. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils envoient des T-54, donc T-1954, produits en 1954, en 1955, qu'on est en train de recommissionner après les avoir décommissionnés, c'est-à-dire on les remet en état pour les envoyer sur le terrain, parce qu'ils n'ont plus les moyens de les produire. Alors ils en sont à dépecer aujourd'hui des machines à laver pour obtenir les composants électroniques, voilà, les puces électroniques. C'est ça la réalité aujourd'hui de la Russie. Et, dernier point, si vous m'autorisez, c'est sur le fait que la Russie a perdu déjà une guerre, et ça a été dit tout à l'heure par Quentin, c'est la guerre du pétrole et la guerre du gaz. Et ça, ils s'y attendaient absolument pas. Les cours se sont effondrés. Parce que je vous rappelle quand même qu'en mars 2022, les Européens avaient prévu de sortir du gaz russe en 2026. En 2026. Nous en sommes sortis en décembre 2022. Et aujourd'hui, les cours se sont effondrés parce qu'on a trouvé des ressources alternatives, on a accéléré la transition énergétique et nous ne dépendrons plus jamais du gaz russe. C'est une catastrophe pour l'économie russe. Gaz américain. Oui, on va pas terrible. On va dépendre du gaz de schiste qui va arriver dans des grands méthaniers sur ça, c'est pas... Oui, voilà. Mariana Pervenesiuk, est-ce que... c'est évidemment la question qu'on se pose. Est-ce que ça va finir par redescendre vers la société, cette société que l'on a de très nombreuses fois décrite comme un peu léthargique? D'accord, certainement. Oui, certainement. L'économie... C'est pas un biais de confirmation occidentale où on se dit, non, il y a quand même un moment où ils vont sortir du bois. Ça va certainement descendre vers la population, mais ça ne veut absolument pas dire que la population va faire quelque chose pour changer le régime, pour changer la ligne politique. Je suis née dans l'Union soviétique dans les années 80, où on était dans un cas de figure
figure un peu similaire où il y avait une pression économique sur l'Union soviétique. Ça marchait très très bien, la population vivait très très mal, la population détestait le pouvoir. Ça ne veut pas dire que quelque chose arrivait. Oui. Et il faut aussi savoir que les niveaux de pauvreté en Russie sont absolument terribles. Donc, en dehors des capitales, quelques capitales régionales, les Russes, de toute façon, ils ont déjà l'habitude de vivre très mal, d'être très mal considérés. Donc là, ça ne va pas les toucher énormément. Enfin, tant mieux, parce que le but, ce n'est pas faire mal aux Russes. Le but, rappelons-le, c'est pour que le budget russe ait le moins d'argent possible pour l'effort de guerre. Alimenter la guerre. Donc là, on peut s'en réjouir. Par contre, il y a quelques mots-clés dans tout cela. Le mot-clé qu'a dit Vladimir Poutine à moyen terme. À long terme, c'était le mot utilisé par le député russe. Et à court terme, insuffisant à court terme, c'était le mot utilisé par le Wall Street Journal. Et c'est même là, c'est à ça que nous devons penser. Il ne faut pas s'attendre, il ne faut pas espérer qu'on peut tout faire par des sanctions économiques et que d'ici quelques mois, voire un an, tout peut s'écrouler et la guerre, elle peut s'arrêter ainsi. Donc la guerre, malheureusement, tout est complexe. On doit bien sûr exercer la pression économique sur la Russie pour la priver de cet argent pour l'effort de guerre d'un côté, mais malheureusement la guerre, elle se gagne ailleurs. Général Trinquant. Juste en complément, mais sous votre contrôle, j'ai assisté à une conférence justement sur l'énergie, avec des chiffres assez intéressants. Le gaz, le gros client du gaz russe, va être la Chine. Mais pour transporter le gaz... Et l'Inde, on a appris aussi que... Mais pour transporter le gaz, c'est pas comme le pétrole, vous le mettez dans des pétroliers, dans des camions, c'est plus souple à transporter le gaz, c'est beaucoup moins souple. Il faut des tuyaux, etc. Et ça, le prochain tuyau qui doit amener des grandes quantités de gaz en Chine, il sera terminé en 2030. Donc ça veut dire que la production de gaz qu'on a vu chuter, elle n'est pas prête de remonter tout de suite. Ensuite, sur le pétrole, il y a un autre problème, c'est la capacité de produire le pétrole, au-delà du prix en dessous de $80. C'est que beaucoup des champs pétroliers russes étaient exploités en fait par des sociétés américaines qui, techniquement, si vous voulez, techniquement, le puits de pétrole, etc. Voilà. Mais il faut savoir qu'un puits de pétrole perd à peu près 4% de sa productivité par an avec un entretien normal. Et quand il n'a pas un entretien normal, il perd 15 à 20% de sa productivité. Et donc la productivité des puits de pétrole russes aujourd'hui baisse. Donc le prix a baissé, mais la quantité produite a baissé également. Donc, les caisses et les coûts d'exploitation ont augmenté. Exactement. Et donc, les caisses russes reçoivent moins d'argent. Occidentaux à cause des sanctions. Est-ce pour autant, et là, j'en appelle à votre analyse géopolitique, une bonne nouvelle pour l'Occident? Parce que dans le fond, il y a aussi un déplacement de l'économie de la Russie, presque exclusivement vers la Chine, vers l'Inde, peut-être vers d'autres pays non alignés. Est-ce qu'à terme, cette espèce de tectonique des plaques sera aussi positive que ça, d'un point de vue occidental? Non, je crois qu'il faut partir de l'idée que la Chine est en train de réussir par rapport à la Russie ce que la Russie a échoué de faire par rapport à l'Ukraine. C'est-à-dire que la Chine est en train de vassaliser littéralement la Russie. Donc nous avons une Russie infiniment plus faible, totalement dépendante de la Chine et accessoirement de l'Inde. Alors est-ce que c'est une bonne nouvelle pour nous ? Non, mais ça concentre notre esprit dans l'idée que le vrai problème à terme, c'est la Chine, une fois que la parenthèse russe sera fermée. Mais ce qui me semble important, c'est que ce qui se passe aujourd'hui confirme tout simplement ce que beaucoup autour de ce plateau disaient hier, c'est-à-dire que les sanctions feront un effet à terme. Au début, c'est vrai, elles semblent handicaper davantage le monde occidental que la Russie, mais laissez ces sanctions prendre leur cours et vous allez voir ce que vous allez voir. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est une croissance qui d'ailleurs n'est pas linéaire. Non. Une croissance qui est quasi exponentielle. Tout à fait. Que plus le temps passe, plus l'étau se resserre autour de l'économie russe. Alors, vous savez, les hommes sont très imaginatifs. L'Allemagne avait perdu la guerre en 1944 et le génie industriel d'Albert Speer
Oui, a permis. Non, elle l'avait perdu militairement en 1944, mais Albert Speer a permis que la guerre dure une année de plus, pratiquement, parce que c'était un génie industriel. On va peut-être trouver en Russie des gens qui ont le système D chevillé au corps, mais progressivement, en tout cas, l'étau se resserre autour de la Russie, et les moyens militaires qu'elle pourra consacrer à la guerre, qu'elle va devoir consacrer à la guerre, elle ne les consacrera pas, par exemple, à l'accompagnement social des populations qui souffrent. Et je ne dis pas que c'est le produit, c'est la matière inflammable, si vous voulez, c'est un terrain irritant, malgré tout, sur le plan social, dont il faut tenir compte. Ah, tout à fait. Juste pour vous rejoindre, quand même, l'important, c'est de savoir, c'est que Vladimir Poutine, il a eu quand même cette image et cette sorte de soutien en stabilisant l'accompagnement social et en stabilisant les salaires des fonctionnaires et ainsi de suite. Et d'ailleurs, il est important de se rappeler que le pouvoir des Yeltsin avant Poutine était un tout petit peu menacé par des syndicats ouvriers parce qu'ils existaient en Russie et que l'une des premières choses qu'a fait Vladimir Poutine en arrivant au pouvoir, il a donné raison à tous les syndicats, ce qui fait que les syndicats quasiment n'existent plus. Mais il a été extrêmement social, Vladimir Poutine, et les gens, ils le savent. Hein. Dominique Moisy. Juste un point. En fait, si Poutine reconnaît que les sanctions commencent à fonctionner, c'est parce qu'il entend faire passer un message à la population russe. Si vous souffrez économiquement, c'est pas de ma faute. Ce sont ces méchants occidentaux qui vous oppressent, qui vous encerclent. Donc vous avez intérêt à serrer les rangs autour de moi, Poutine. En tout cas, la Maison-Blanche était sans doute en train de regarder l'émission et de vous écouter, Jean Quatremer, puisque on apprend à l'instant par la voix de Kirby que, d'après la Maison-Blanche, les approvisionnements en munitions nord-coréennes s'accélèrent côté russe, ce qui correspond à ce que vous disiez tout à l'heure, et aussi une forme de dépendance vis-à-vis des alliés qui est peut-être destinée à augmenter. Préoccupante. Mais il faut se rappeler ce que c'est que la Russie. La Russie, c'est juste des matières premières. La Russie, c'est le pays qui dépose sans doute le moins de brevets au monde. Ça doit être au niveau de Malte ou du Luxembourg. Je crois que le Luxembourg dépose plus de brevets chaque année voilà, des brevets mais pas seulement. Mais c'est pour vous dire, il n'y a rien, il n'y a pas de recherche. Et là, ce qui est assez inquiétant pour la Russie, pour l'avenir de la Russie, c'est qu'il y a 1 million de jeunes, et parmi les mieux formés, qui se sont réfugiés en Géorgie, dans l'Union européenne et ailleurs. Donc, il n'y a rien en dehors du pétrole et du gaz en Russie. Comme avait dit un jour John McCain, une station d'essence qui prétend être un pays. Voilà. Ah, c'est un beau... Alors, magnifique, je ne la connaissais pas celle-là. C'est une métaphore intéressante. Pascal Perry, effectivement, c'est très factuel. Il y a plusieurs centaines de milliers de jeunes hommes, parfois très qualifiés, qui sont partis. Oui, on sous-estime souvent ce qu'on appelle le capital immatériel, c'est-à-dire la capacité à réfléchir des ingénieurs, des techniciens, des médecins probablement, enfin des gens qui font fonctionner le pays au quotidien. Et effectivement, quand cette population s'en va, restent des gens qui sont des unskilled workers, c'est des gens qui ont une très faible qualification. Et donc ça a un impact sur l'entretien probablement des réseaux de gaz, ça a un impact sur l'entretien des stations d'extraction du pétrole, sur l'industrie. Regardez par exemple comme l'industrie automobile s'est effondrée. Il y a un élément qu'on n'a pas tout à fait évoqué, mais l'embargo, le blocus autour des pièces détachées, notamment des chips, c'est-à-dire des semi-conducteurs, qui sont un peu l'intelligence industrielle de demain, si vous voulez. Quand on n'a plus tous ces éléments aujourd'hui, l'industrie c'est très compliqué, parce que l'industrie c'est de très longues chaînes logistiques. Exact. En général, ça vient de partout dans le monde, c'était même l'esprit de la mondialisation. Dès lors qu'on est isolé, si vous voulez, on est étranglé de ce point de vue. Et là aussi, ça aura des conséquences sur la création de valeur. Vous savez que même, par exemple, les roulements à billes, la Russie dépend des roulements à billes que l'Union européenne lui vendait. Les roulements à billes, c'est essentiel pour faire rouler quoi, notamment ? Des trains. Or, en Russie, ce n'est pas des autoroutes comme aux États-Unis, ce sont des lignes de chemin de fer. Donc à terme, je veux dire que ce qui irrigue le territoire, donc l'économie russe, hein, je dirais que ces artères, ces veines, etc., c'est-à-dire le réseau de chemin de fer, va tomber en quenouille parce qu'ils ne pourront plus réparer leurs trains. Les avions, n'en parlons même pas, parce qu'ils ont déjà commencé à cannibaliser. Oui, Aeroflot va percevoir des pièces sur une partie de sa flotte pour rééquiper les avions qui doivent être entretenus. Donc ça, que fait l'armée ça procède, aussi, ça procède d'un
d'un phénomène de réduction de la capacité. Et bon, dans tous les cas, l'Aéroflot ne vole plus pratiquement à destination de l'Europe, des États-Unis. Son réseau a été réduit, mais il y a malgré tout un réseau intérieur qu'il faut entretenir. Il faut entretenir. Voilà, la corde, vous savez, la corde se serre tout doucement. Tout doucement. En tout cas, c'est la jeunesse qui en fait les frais, hein, Mariana Perebenesiuk, soit en partant au front, soit en s'exilant, et on imagine que beaucoup d'entre eux ne l'ont pas choisi. Ce qui est intéressant sociologiquement, c'est que ceux qui s'exilent, je reviens sur ce que disait Pascal Perry, ce sont les plus qualifiés généralement, et notamment dans le domaine des nouvelles technologies, où les Russes, comme les Ukrainiens d'ailleurs, sont plutôt performants. Enfin, plutôt les Ukrainiens. Non, mais c'est vrai. Non, mais l'Ukraine est un pays digitalisé et qui est fier de l'être. L'Ukraine est l'un des leaders mondiaux quand même de l'IT. Il y a une grande école de mathématiques. En Russie, malgré tout. Il faut le reconnaître. Moi, ce que je veux dire, alors premièrement, pour comprendre pourquoi des tels problèmes viennent de la mobilisation, là, c'est la première chose, c'est qu'on a quand même quelques modes opératoires à la soviétique, c'est-à-dire qu'on tente à recruter dans des très grandes entreprises qui sont soit publiques, soit appartenant aux oligarques affiliés au pouvoir. Pourquoi ? Parce que c'est très simple, on donne l'ordre à son management, trouve-moi autant de soldats, par exemple. Ce qui fait qu'on déshabille souvent des entreprises qui ont besoin de techniciens, comme les chemins de fer, par exemple, comme les usines métallurgiques ou les usines qui ont besoin de main-d'œuvre qualifiée. C'est comme ça que déjà, la Russie, elle se déshabille de la main-d'œuvre qualifiés pour s'en servir comme des chairs à canon. Ce n'est pas très intelligent, ça c'est la première chose. Mais moi je pense que, bien sûr, c'est peut-être à cause de notre passé que nous nous focalisons beaucoup sur une génération sacrifiée et la jeunesse sacrifiée. Moi je pense que le problème social, le futur problème social russe à venir, il ne sera pas tout à fait celui-ci. Premièrement, la Russie, à cause de la très mauvaise prise en charge médicale. Et d'une baisse de la natalité très importante aussi. Voilà. Non, mais la Russie sera inondée de dizaines, voire des centaines de milliers de handicapés, de vétérans des guerres, qui ne seront pas pris en charge socialement. C'est la première chose. Il y a dans les mois à venir, il y aura énormément de foyers qui perdront la personne qui apportait l'argent dans le foyer, parce qu'en Russie, c'est quand même extrêmement courant que l'homme travaille, la femme ne le fait pas. Donc là, côté social, on aura la situation qui va se tendre, et elle va se tendre très rapidement. Le mot de la fin en 1 minute. Simplement, je pense que ce problème de la jeunesse est un vrai problème. Avec les jeunes qui ne sont pas mobilisés dans les universités. Il faut savoir qu'il y a toujours les étudiants dans les universités parce qu'ils ne sont pas mobilisés. Mais ceux-là veulent vivre dans un monde parallèle. Ils ne veulent pas savoir ce qui se passe. Au fond de leur cœur, ils pensent qu'il y a un problème, mais surtout, ils veulent continuer leur vie d'étudiant en clair et avoir les réseaux comme d'habitude. Les jeunes qui sont partis, Jean Quatremer le disait tout à l'heure, Dubaï, l'Arménie, la Turquie, les pays baltes, sont pleins de jeunes extrêmement performants et qui ne veulent pas de ce monde-là. Et donc la Russie va se poser, comme vous le disiez, il y a un problème démographique en plus. Alors il y a moins de jeunes, mais en plus, si les jeunes qui ont une capacité de relance, d'innovation, etc., partent ailleurs, la Russie va avoir un sérieux problème. Et on parlait de la Corée du Nord, c'est un peu ça. Et que se passera-t-il lorsque cette jeunesse ne sera plus là et que l'offensive ukrainienne aura réussi et que le régime russe sera secoué? Aujourd'hui, incapable de le dire, mais il y a quelque chose qui se passera, c'est clair. Mais on le commentera ensemble, peut-être, sur ce plateau. On imagine que c'est dans plusieurs mois ou plusieurs années. Merci infiniment à tous les quatre. Pascal Perry,